Lorsque le liquide extracellulaire devient insuffisant chez le cheval, cela stimule chez lui la sensation de soif qui le pousse à boire. La bouche et la gorge sèches, il va donc s'hydrater et rétablir par là même le volume des liquides corporels. D'une manière générale, les chevaux ne boivent pas fréquemment. Certains ne boivent pas plus d'1 ou 2 fois par jour. Pour satisfaire leurs besoins, ils doivent donc absorber à chaque fois une grande quantité d'eau, qui représente en moyenne une vingtaine de gorgées. Boire et manger constituent une préoccupation constante pour le cheval. C'est l'hypothalamus qui intègre les stimuli et intervient dans la régulation de l'envie, notamment en termes de quantité. En revanche, si l'on parle de qualité en ce qui concerne la faim, par exemple, la stimulation provient également des aires corticales et du système limbique qui se manifestent en envoyant des signaux particuliers. Mais le système physiologique n'explique pas à lui seul toutes les activités relatives à l'alimentation. Le comportement alimentaire est largement influencé par des stimuli positifs et négatifs qui déclenchent les envies en fonction du plaisir ou du dégoût que provoquent les différentes saveurs. Le même aliment peut subir par exemple des modifications dues à son environnement ou bien se révéler plus ou moins appétissant selon le moment. Une feuille de maïs verte est meilleure que sèche et jaunie, et la luzerne cultivée, ou sainfoin, au début de la floraison n'a rien à voir avec celle qui offre plus tard des gousses pleines de graines. Au fur et à mesure que le cheval s'habitue à boire et à manger, il associe à chacune de ces activités des sensations opposées, autrement dit, du plaisir et du dégoût. Petit à petit, le cheval va adopter un comportement consistant à manger modérément, mais de manière très régulière. Cela s'explique plus par le plaisir d'ingérer des aliments que par l'obligation de récupérer de l'énergie. Mais ce faisant, le cheval anticipe par là même les éventuelles carences qui pourraient se manifester. On ignore encore à propos du comportement alimentaire si ce sont les mécanismes homéostatiques qui régulent la consommation de certains nutriments, dans les proportions exigées par les besoins de l'organisme. Il semblerait qu'il y ait 2 éléments qui contrôlent ces réactions. D'abord, on peut dire que le système qui régule la soif et le besoin en sodium existe bel et bien. D'autre part, les carences nutritionnelles ne peuvent pas être comblées par des mécanismes homéostatiques spécifiques. On sait en revanche que les différents troubles de l'alimentation sont à l'origine de comportements incontrôlés qui peuvent à leur tour perturber plus ou moins les stimuli que nous avons évoqués. Avaler de l'air, mordre des morceaux de bois ou manger son crottin sont quelques exemples de ces comportements. Les chevaux compensent difficilement leurs carences en minéraux, même s'ils ont facilement accès à ces derniers. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'organisme du cheval présente souvent des carences en substances organiques essentielles. Voilà pourquoi il manifeste le besoin de combler ces carences en sel de quelque manière que ce soit. Il ne faut donc pas s'étonner de voir un cheval manger la terre, alors qu'il dispose de prés pour brouter, car cela signifie qu'il recherche les sels minéraux dont il manque à ce moment-là. Il est donc vivement conseillé de laisser à disposition du cheval une pierre à sel qu'il peut lécher pour se procurer les minéraux essentiels et ainsi éviter des états de carence ponctuels. Dans les zones arides, les chevaux parcourent de longues distances pour boire, avant d'effectuer le chemin inverse pour retrouver les prés qui les nourrissent. Ils peuvent ainsi parcourir jusqu'à 10 km par jour pour trouver un point d'eau. Pour finir, il faut rappeler que le comportement alimentaire des chevaux en liberté est aussi fonction de leur déplacement et donc
des mouvements qui stimulent leur activité péristaltique intestinale. On comprend bien alors que les chevaux qui vivent en écurie doivent avoir la possibilité d'effectuer une activité physique suffisante en dehors de leur box. Le comportement alimentaire change selon les individus. Si pour certains, il semble ne pas y avoir de limite quand il s'agit de manger, d'autres ne consomment en revanche que le strict nécessaire. Toutefois, le manque d'appétit chez le cheval indique clairement qu'il se passe ou qu'il va se passer quelque chose d'anormal. La fièvre, les coliques, l'indigestion ainsi que d'autres problèmes d'adaptation se manifestent par un manque d'appétit. Aucun cheval en revanche, même malade ou en mauvaise santé, ne refusera jamais d'épancher sa soif. Il ne faut jamais obliger un cheval à manger un aliment qu'il repousse, car personne mieux que lui ne peut juger de l'état de cet aliment. En observant attentivement le comportement alimentaire de notre cheval et ses possibles variations par rapport à un comportement dit normal, on peut déceler et anticiper d'éventuels troubles physiques ou des carences. Un tel suivi s'avère donc fondamental. Tous les passionnés, ou presque, connaissent les principales parties du cheval. Mais il existe certaines zones que seuls les vrais experts peuvent apprécier. La croupe en fait partie. Située entre le rein et la naissance de la queue, elle est formée des muscles de l'arrière-main ainsi que des os de la hanche et du sacrum. La position et la structure de la croupe dépendent en grande partie de la race du cheval et de son utilisation. Si on trace une ligne imaginaire entre l'ischion, la saillie osseuse de la hanche, et la pointe de la fesse, c'est-à-dire la partie musculaire la plus arrondie de l'arrière-main, on remarque qu'elle forme un angle avec la ligne de l'horizon, qui varie selon les chevaux. Et en observant la croupe dans sa partie supérieure, on peut y deviner la forme d'un siège. Si l'on recherche de la puissance chez un cheval, il faut privilégier une croupe inclinée et oblique, car elle permet au postérieur de bien s'engager sous la masse du cheval, prêts à donner l'impulsion et à pousser. Cependant, de tels chevaux ont souvent des allures inconfortables. Les anciens chevaux sauvages avaient une croupe oblique, semblable à une autruche. Cela leur permettait de fuir à très grande vitesse, sur de courtes distances, lorsqu'ils se trouvaient face à des prédateurs. C'est cette même inclinaison que l'on cherche aujourd'hui à sélectionner chez la plupart des races réputées pour leur puissance. En revanche, chez les chevaux que l'on recherche pour leur grande foulée et leur extension, on préfère une croupe plus horizontale. Une telle inclinaison, presque parallèle à la ligne de l'horizon, permet des mouvements plus amples et plus longs. Cela améliore les allures du cheval, qui sera certes moins puissant, mais plus confortable à monter. Ce genre de croupe est particulièrement recherché chez les chevaux qui participent à des courses de fond, comme l'endurance. Cette caractéristique physique se retrouve notamment chez le pur-sang arabe. En ce qui concerne les races ou les chevaux de travail, l'inclinaison de la croupe ne doit être ni trop oblique ni trop horizontale. On préfère donc les croupes semi-obliques qui laissent s'exprimer la vitesse et la puissance tout en offrant des allures amples et de grands mouvements de jambes. Ces chevaux sont en effet prisés pour le confort de leurs allures, puisqu'ils sont utilisés pour effectuer de longs trajets. Et plus la croupe est longue, plus la masse musculaire qui se trouve dessous sera importante. On touche là à une différence notoire entre les différentes races de chevaux.
Pour les chevaux destinés aux randonnées, on privilégie donc les croupes courtes et moins musclées que celles des chevaux de travail. Pour ces derniers, mieux vaut donc une croupe semi-oblique. Vue de derrière, une croupe peut être ronde, double ou avalée. On dit d'une croupe qu'elle est ronde lorsque sa partie supérieure décrit un demi-cercle. En général, cette conformation est surtout recherchée chez les chevaux de travail, car elle est le signe d'une importante masse musculaire. Vue de derrière, une croupe dite carrée a bien entendu la forme d'un carré. Elle est très prisée chez les chevaux utilisés pour leur force. Lorsque ces chevaux déjà puissants ont un surplus de graisse, on remarque au milieu de la croupe un sillon vertébral marqué qui la divise en deux parties. On dit alors de la croupe qu'elle est double ou coupée. Enfin, on appelle croupe avalée celle qui, de derrière, a la forme d'un toit en pente. Elle est typique des chevaux affaiblis ou mal nourris. Le cheval a toujours rempli des fonctions précises. Les races sont nombreuses et les possibilités de croisement innombrables. Bien connaître la croupe et ses particularités permet donc d'évaluer les capacités de notre cheval et de choisir l'activité la mieux adaptée. Aux qualités bien connues de nos amis les chevaux, il faut ajouter leur capacité à améliorer la vie des enfants et des adultes handicapés. Leurs prouesses équestres font partie de l'histoire. Mais saviez-vous que ces nobles quadrupèdes sont aussi capables de soigner des gens? Cette aptitude, encore méconnue, ne fait que rajouter au mérite de cette espèce. On a en effet découvert que l'équithérapie permettait d'obtenir des améliorations aussi surprenantes que rapides dans le cas de certaines maladies, notamment neurologiques, sensorielles et mentales. L'objectif est de présenter cette réalité aux familles dont l'un des membres est handicapé ou atteint de maladies mentales. Car l'équithérapie peut venir en aide aux personnes atteintes de pathologies cognitives, de troubles relationnels, de la communication et de l'autonomie personnelle. Autrement dit, des personnes qui souffrent d'un retard mental aussi bien léger que profond. Au cours de séances hebdomadaires d'1 ou 2 heures, les patients apprennent à aller chercher leur cheval, qui est impatient de recevoir une carotte de leur part. Les chevaux, contrairement aux hommes, ne font aucune discrimination. Ainsi, les patients, grands ou petits, gros ou minces, chacun avec leur handicap, instaurent avec le cheval une véritable relation amicale, profondément sincère et désintéressée. Dans cette relation se créent rapidement des liens d'amitié qui ne cessent de se renforcer avec le temps. En ce sens, les enfants vouent un grand respect aux chevaux dont ils prennent soin avec beaucoup d'application, en participant aussi bien à leur entretien qu'à leur sellage. Vient ensuite le moment pour eux de monter à cheval. Ils réalisent des exercices adaptés tant à leur niveau d'apprentissage qu'à leur capacité. On parle d'équithérapie lorsque la séance est dirigée par une équipe pluridisciplinaire qui met en commun ses connaissances pour contribuer à améliorer la vie et la santé de ces personnes atteintes de handicap. Au sein de cette équipe de professionnels, on trouve généralement un médecin qui autorise le patient à réaliser les exercices en estimant qu'il n'y a pas de risque pour sa santé. Un psychologue qui observe et évalue les changements que l'on constate peu à peu chez le patient. Un moniteur d'équitation qui guide les chevaux et dirige les séances, lesquelles se composent d'exercices et de schémas traditionnels. Enfin, un vétérinaire qui s'occupe de la santé des chevaux. On peut également trouver des kinésiologues, des ergothérapeutes, des musicologues et d'autres spécialistes de la santé qui partagent tous un objectif commun,
faire en sorte que davantage de personnes bénéficient de cette thérapie. Car l'équithérapie constitue une alternative originale à l'amélioration de pathologies mentales telles que le syndrome de Down, l'autisme, le syndrome de Rett ou encore l'hyperkinésie. Elle opère aussi un changement de rôle fondamental, car les patients cessent d'être pris en charge pour s'occuper à leur tour d'animaux plus grands et plus forts qu'eux. Quand on monte un cheval et qu'il avance au pas, notre corps sollicite et fait travailler pratiquement les mêmes muscles que lorsque l'on marche. Grâce aux exercices de l'équitation classique, il est donc possible d'améliorer la coordination et la motricité d'enfants souffrant de problèmes moteurs. Assis sur le cheval en mouvement, ils développent également leur équilibre et leur latéralisation, guidant le cheval d'une reine pour éviter différents obstacles. Petit à petit, l'enfant augmente son temps d'attention sur le cheval. La série d'exercices se transforme en un jeu pour le cavalier et sa monture. Le patient travaille par conséquent sa capacité à concentrer son attention lors de séances ou de cours dans des écoles spécialisées qui développent la confiance en soi et l'autonomie. Les capacités personnelles s'en trouvent renforcées. Les normes de sécurité sont mises en pratique pied à terre. L'équithérapie ne présente donc guère plus de risques que le vélo ou le tricycle. Le cheval attelé à une voiture offre également une alternative de travail pour les patients sujets aux crises d'épilepsie et susceptibles de tomber de cheval ou atteints d'obésité aggravée, les empêchant de se tenir en équilibre sur un cheval. L'intégration des patients est naturelle et un beau jour, ils parviennent à diriger leur cheval tout seuls. Nous savons pour cela que le cheval est un formidable intermédiaire qui offre une multitude de solutions et de bienfaits thérapeutiques à ceux qui en ont besoin. Les dermites ou irritations de la peau provoquées par les ectoparasites sont assez fréquentes chez le cheval et de manière générale chez tous les grands animaux domestiques. Les ectoparasites désignent une immense variété d'arthropodes et d'insectes qui va des tiques hématophages jusqu'aux petits acariens vivant sur la peau et responsables de la gale en passant par les moustiques, les mouches, les tans et autres poux. Il existe en réalité des centaines d'espèces différentes d'ectoparasites. Dans certaines régions et à certaines périodes de l'année, leur effet peut passer quasiment inaperçu, tandis que dans des environnements propices à leur reproduction, ils peuvent causer de graves problèmes de santé chez les animaux et mettre en péril leur bien-être. Les conséquences des attaques de ces parasites sont variables selon les cas. En général, un animal victime d'ectoparasites souffre de fatigue, de prurite, d'irritation, d'agitation. Il peut aussi présenter des lésions cutanées, subir une perte de poids, un traumatisme, une défaillance ou une anémie pouvant parfois conduire jusqu'à la mort. Outre ces conséquences directes, les ectoparasites représentent une menace plus grave encore, car ils sont porteurs d'agents pathogènes infectieux. De nombreuses espèces d'insectes qui mordent, piquent ou sucent le sang peuvent transmettre aux chevaux des virus, des bactéries, des parasites et provoquer des maladies telles que le virus de l'encéphalomyélite équine, la fièvre du Nil occidental, la pyroplasmose ou babésiose, la lymphangite ulcéreuse, pour ne citer qu'elle. Ces agents peuvent être fatals au cheval et, plus grave encore, peuvent être transmis à l'homme, provoquant ce que l'on appelle une zoonose, une infection transmissible de l'animal à l'homme et vice-versa. Outre les piqûres d'insectes, le cheval peut aussi présenter des réactions allergiques provoquées par des aliments ou des éléments avec lesquels il a été en contact.
Le prurite déclenché par ces réactions peut être si intense qu'il met le cheval dans un état d'agitation extrême, parfois jusqu'à l'automutilation, occasionnant de graves irritations de la peau, notamment au niveau de la queue, de l'encolure et de l'abdomen. La peau, qui est l'organe le plus étendu du corps, est sans aucun doute celui qui souffre le plus des attaques des parasites externes. Elle peut être examinée directement, ce qui permet aux propriétaires et aux vétérinaires de détecter rapidement d'éventuelles lésions. La peau est donc un excellent baromètre de l'état de santé d'un cheval. Elle constitue une barrière protectrice sans laquelle la vie serait impossible. Une peau saine et un poil brillant attestent d'un excellent état de santé, d'une bonne alimentation ainsi que de soins appropriés. Mais les altérations qui peuvent toucher la peau sont très nombreuses. Des poils secs et fragiles, une desquamation, une alopécie locale, une zone sans poils, des poils agglutinés, des squames, des papules, des taches, des vésicules, des nodules, des pustules, des escarres, des abcès ou encore des ulcères. Et la plupart de ces lésions sont causées directement ou indirectement par les parasites externes. Toutefois, il faut savoir que de nombreuses perturbations du métabolisme, intoxications ou maladies systémiques, provoquées par des virus, des bactéries ou des parasites, et agissant aussi au niveau cutané, doivent être distinguées par les professionnels des troubles engendrés par les ectoparasites. Les lésions causées par les ectoparasites altèrent l'intégrité de la peau. Ces blessures ou ces abrasions occasionnent du prurite qui entraîne des dermites ou des infections secondaires localisées. Ce sont le plus souvent les bactéries qui vivent normalement sur la peau qui en sont à l'origine. Les champignons dermatophytes peuvent aussi provoquer des lésions similaires. Ces organismes sont responsables d'infections assez douloureuses qui affectent les couches superficielles de la peau, des poils et du tissu corné. Elles sont transmissibles à l'homme. Dans ces cas-là, il est conseillé d'examiner la selle, les brosses et tous les éléments du harnachement susceptibles d'avoir été en contact avec la peau d'autres chevaux et donc d'être un vecteur de contagion. Des techniques de diagnostic existent pour déterminer la cause des différentes dermites ou irritations de la peau. Il s'agit notamment de biopsies cutanées, des prélèvements de peau qui permettent d'identifier les agents infectieux au microscope et grâce à un examen cytologique des bactéries et des champignons. C'est le vétérinaire qui est le plus à même de réaliser ces analyses. Il faut rappeler que l'usage de remèdes maison sans un diagnostic précis des lésions cutanées peut s'avérer dangereux pour la santé de l'animal, mais aussi bien plus onéreux, car il existe des traitements systémiques, par voie orale ou par injection, ou topiques, pour lutter contre les ectoparasites du cheval. Enfin, pour protéger la santé et la tranquillité de notre cheval, l'un des meilleurs moyens est de veiller à sa propreté, de le maintenir dans de bonnes conditions d'hygiène en nettoyant en profondeur les lieux qu'il fréquente. Il faut aussi utiliser des pièges à insectes et appliquer des produits répulsifs et désinfectants sur les murs et le toit des boxes. Le bien-être du cheval n'a pas de prix et tout le monde y trouvera son compte. Idéalement, une équitation naturelle doit être quasiment dépourvue d'aide. Un cavalier habile doit être capable de monter un cheval en effectuant le maximum d'exercices avec le minimum d'aide, en faisant en sorte que les indications transmises à sa monture soient le moins visibles possible. L'image de cette équitation naturelle est celle d'un cavalier qui réussit à obtenir de son cheval des résultats remarquables grâce à des ordres à peine perceptibles.
Pour atteindre ce degré de perfection, il faut passer par une série d'étapes au cours du dressage, que l'on devra appréhender de la meilleure façon possible, avec les moyens les plus efficaces à notre disposition. Il peut arriver qu'on fasse l'acquisition d'un cheval avec de grandes capacités, mais mal dressé. Dans ce cas, il faudra corriger la position de la tête, la résistance à la pression des mains sur les rênes, ainsi que toutes les réactions indésirables. Les instruments correcteurs servent à améliorer et à corriger d'éventuels défauts de ce genre. Hélas, certaines personnes se trompent sur l'emploi de ces instruments correcteurs et continuent d'en faire usage, même lorsque le défaut a disparu. Selon nous, le rôle des instruments correcteurs est de limiter les positions incorrectes ou les mauvaises réactions du cheval provoquées par un usage malvenu de l'harnachement, par un contact excessif du cavalier ou bien encore par des réflexes conditionnés adoptés au cours du dressage, lesquels peuvent être supprimés par une bonne rééducation. La plupart du temps, les cavaliers et les dresseurs constatent l'erreur du cheval, sans forcément se remettre en question. Mon cheval lève la tête, mon cheval ne se rassemble pas, mon cheval ouvre la bouche, mon cheval ne freine pas. Mais il est rare qu'ils se disent à eux-mêmes « Que dois-je changer chez moi pour faire changer mon cheval ?» Tout moniteur a le devoir d'enseigner à ses élèves les méthodes justes. Certains disposeront des accessoires nécessaires à cet effet. D'autres passeront leur vie à lutter contre le même défaut. Il faut donc faire en sorte que l'usage d'un instrument correcteur soit tout à fait ponctuel. On l'installe, on s'en sert, on corrige le défaut et on cesse de l'utiliser. Les rênes allemandes désignent un enrainement qui permet de modifier la sensation de pression exercée sur la bouche du cheval. Le but est de changer le comportement du cheval en notre faveur. On définit de la sorte les différentes positions des rênes coulissantes qui aident à modifier et à compenser les sensations de pression sur la bouche du cheval susceptibles de le gêner. Dans le film, nous avons utilisé des rênes allemandes d'une couleur volontairement voyante pour les repérer plus facilement et pouvoir ainsi aisément constater leur effet à l'image. Un cheval qui a tendance à trop baisser la tête finit par déplacer son poids sur ses membres antérieurs, provoquant une surcharge au niveau de son avant-main. Il lui sera par conséquent difficile de se rassembler et fléchir simultanément l'avant et l'arrière de sa colonne lui sera presque impossible. Mais il faut savoir que lorsqu'un cheval baisse exagérément la tête, c'est souvent parce que son cavalier tire trop sur les rênes, les mains placées trop haut. Car la réaction naturelle à une pression est d'aller contre cette même pression. Pour corriger cela, outre une main légère et douce, on peut faire passer les rênes allemandes derrière la nuque. Les mains doivent tenir l'extrémité des rênes en tirant vers l'arrière, et la pression de l'embouchure va inciter la tête à se relever si tant est que cela correspond au sens de la pression. Cela va notamment favoriser le travail des postérieurs. En revanche, si le cheval redresse trop la tête, c'est peut-être parce que le cavalier relève lui-même trop ses mains lorsqu'il manie les rênes. Dans ce cas, le cheval cherche à aller dans le sens de la pression. L'erreur du cavalier est la même, mais les réactions du cheval, elles, varient. Le cavalier doit dans tous les cas contrôler la position de ses mains. Les rênes allemandes placées en position basse, fixées à l'avant de la selle, permettent de maintenir la tête du cheval perpendiculaire au sol. Si l'on place les rênes allemandes à mi-encolure, on obtient une position intermédiaire, plus appropriée pour les défauts légers. Lorsque les rênes allemandes sont fixées à la sangle en position basse, le but est que le cheval baisse sa tête.
Cette position permet de redresser le dos du cheval et par là même de le renforcer en faisant travailler ses muscles. Elle est particulièrement employée par les joueurs de polo car l'effet des filets releveurs maintient la tête du cheval très redressée. Ce sont les rênes qui doivent ramener la tête du cheval dans une position plus adéquate. Si l'on arrive à se souvenir, même en pleine activité, que la bouche du cheval reçoit nos indications sur l'extrémité des rênes, il nous sera alors possible de corriger nos erreurs par un contact plus léger et moelleux. Les rênes allemandes ne permettent de corriger que partiellement les défauts du cheval. Le meilleur moyen de les éliminer définitivement, c'est encore de pratiquer une équitation raisonnée avec de bonnes aides et de réaliser un dressage et un entraînement de qualité. Les transitions ou changements d'allure sont nécessaires pour entretenir l'engagement et l'équilibre du cheval. Il est important de les effectuer au bon moment et au bon endroit. Beaucoup de cavaliers veulent aller au pas, mais leur cheval trotte. D'autres, au contraire, voudraient trotter alors que leur cheval continue à avancer au pas, lentement et calmement. Lorsqu'on apprend à monter un cheval, partir au galop demeure l'un des exercices les plus difficiles à réaliser. Pour y parvenir, il faut progressivement allonger le trot avant que le cheval ne commence à galoper. Quel plaisir! Quelle agréable sensation! Mais quelle attente aussi durant ce trot qui paraissait infini! Il est préférable de commencer à travailler en cercle autour d'un piquet planté dans le sol. Il n'est donc pas nécessaire d'être accompagné par une autre personne. Il est recommandé de travailler avec les deux rênes fixes dont les extrémités seront fixées de chaque côté de la selle et de l'embouchure, avec une légère pression pour obliger le cheval à évoluer légèrement rassemblé. Il peut s'avérer utile de raccourcir la rêne extérieure. On débute le travail au pas, en prononçant le mot « pas » et en décrivant un petit cercle que l'on agrandit petit à petit en relâchant les rênes au fur et à mesure que le cheval adopte naturellement cette amplitude. Pour arrêter le cheval, on effectue un pas en avant en se plaçant devant lui et avec l'aide de la chambrière, on l'oblige à freiner en faisant « Oh !» Il faut imaginer qu'entre notre corps et celui du cheval se trouve un ressort. Plus ce ressort se trouve près du cheval, plus son effet se fera sentir et inversement. Pour passer au trot, il faut se placer derrière le cheval, un peu plus proche de lui, de manière à exercer une pression plus forte. On prononce alors distinctement « trot » en le sollicitant avec la chambrière. En touchant la fesse du cheval avec la chambrière, on le maintient à une distance constante, de façon à ce que l'impulsion et le rythme soient continus et réguliers. Puis, il faut cesser petit à petit de toucher la fesse du cheval, comme une récompense, sans pour autant cesser de faire usage de la voix. Si d'aventure le cheval redescend au pas, il faut de nouveau le pousser avec la chambrière et notre corps, jusqu'à ce qu'il reprenne l'amplitude souhaitée. Le procédé est le même pour faire passer le cheval au galop. On pousse le cheval au trot et on lui demande d'augmenter l'allure à l'aide de la chambrière. Lorsqu'on sent que le cheval est sur le point de galoper, on prononce « galop ». S'il passe au galop, on arrête de le pousser et on éloigne la chambrière. Une façon claire de le récompenser pour avoir maintenu l'amplitude supérieure.
Mais quand on cesse la pression, il est possible que le cheval redescende au trot. On le poussera donc à nouveau pour le faire repasser au galop. L'objectif est que le cheval maintienne son rythme et son amplitude pour éviter d'être gêné par la chambrière. Il faut observer attentivement la position du corps de l'instructeur. En se précipitant et en passant devant l'épaule du cheval, on a tendance à le freiner. C'est souvent l'appréhension qui fait que l'on pousse le cheval en avant en adoptant une position incorrecte. On doit continuer à manier les longues rênes avec une main légère, du bout des doigts, mais sans pression particulière. En général, le cheval intègre assez rapidement les consignes qu'on lui donne. De ce fait, on peut alors rester au centre du manège sans marcher et sans devoir nécessairement pousser le cheval lorsqu'il travaille. Une fois atteint ce résultat, on pourra se féliciter d'avoir rempli un nouvel objectif. Les jambes constituent pour le cheval sa meilleure défense. Puissantes, rapides et efficaces, elles sont un instrument de précision qui rassure le cheval sur sa capacité à se défendre. C'est pourquoi il est très difficile de soulever les pieds d'un cheval effrayé ou peureux, qui sentira son équilibre menacé et ses défenses fragilisées. Pour soulever le pied d'un cheval, il est conseillé avant tout de garder une certaine distance et de se placer de côté, devant la jambe en question. Imaginons par exemple que l'on veuille lever le pied postérieur gauche du cheval. Il faut appuyer notre main gauche sur la hanche gauche du cheval pour lui offrir un point d'appui proche de la jambe qu'il doit lever. En appuyant à cet endroit, on remarque que le cheval fléchit la jambe car il décharge une partie de son poids sur notre corps. On recommande vivement, afin d'éviter les risques, d'utiliser une badine pour toucher le cheval de la croupe aux pieds. Si l'on se rend compte que le cheval s'apprête à réagir, il faut cesser de le toucher jusqu'à ce qu'il se calme à nouveau. S'il se débarrasse de la badine, par une ruade, il faut recommencer là où nous sommes arrivés avant de le contrarier, puis tout reprendre. Il se peut que nous ayons montré trop d'empressement et qu'il faille réaliser cet exercice plus lentement. S'il accepte de bon gré le contact de la badine, on cessera alors de l'utiliser afin de le récompenser. Mais si ce n'est pas le cas, il faut maintenir le contact de la badine sur le cheval, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'est rien d'autre qu'une baguette de bois. Si l'on se trouve confronté en revanche à une résistance excessive, il est préférable de limiter les sollicitations de la jambe. Pour cela, il faut soulever l'une des jambes antérieures que l'on maintient en l'air à l'aide d'une entrave pour l'empêcher de ruer. Puis, on recommence à le toucher avec la badine jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur et se détende. À ce moment-là, on passe notre main le long de sa jambe, du garrot jusqu'au boulet. On peut parfois s'aider d'une corde de longueur moyenne pour attacher la jambe postérieure. Il faut ensuite libérer la jambe antérieure entravée et commencer à soulever la postérieure attachée à la corde, en appuyant le poids de notre corps du côté correspondant du cheval. La corde permet de faire fléchir la jambe vers le haut. Si le cheval s'y prête sans résister, on enlève la corde et on repose la jambe. Puis, on pousse la jambe vers l'arrière. Là encore, si le cheval s'exécute sans résistance, on le fait sans corde. Celui qui soulève la jambe du cheval peut se maintenir à sa queue, qui constitue un point d'appui stable. Il faut désormais soulever la jambe dans la position qui correspond à celle du ferrage. Appuyés au flanc du cheval, on rattrape le pied et on le soulève. Il est préférable de saisir le sabot par sa pointe ou sa pince pour mieux le maintenir fléchi. En se positionnant sous le cheval, on évite les ruades et les coups de sabot.
Après avoir soulevé le pied gauche du cheval, on place notre jambe gauche dessous, légèrement fléchie, sur laquelle on appuie son jarret. On peut alors travailler tranquillement sur le sabot. Il est possible aussi de réaliser cette opération à deux, une personne tenant le pied du cheval et l'autre travaillant sur le sabot. Pour amener la jambe vers l'avant jusqu'au tabouret du maréchal Ferrand pour finir le travail, il faut utiliser la corde dont nous nous sommes déjà servis pour soulever la jambe. Toujours appuyé contre son flanc, on commence à tirer le pied en avant et en arrière, jusqu'à pouvoir le poser sur le tabouret. On regarde maintenant vers l'avant et c'est notre jambe droite qui va soutenir celle du cheval pour éviter qu'il ne la pose. Les vieux livres d'équitation disent « pas de pied, pas de cheval ». Il faut donc savoir qu'on peut travailler sur les pieds des chevaux lorsque cela est nécessaire. Il faut simplement adopter la méthode la plus simple et la moins risquée. Pour soulever les jambes du cheval et lui apprendre à donner les pieds, il n'est pas nécessaire d'utiliser la force. Hélas, pour arriver à cette fin, certaines personnes pensent encore qu'il faut poser les mains sur les canons du cheval, serrer avec force et tirer vers le haut. Rappelons au passage qu'un cheval normal pèse environ 400 kg et que chaque jambe supporte donc 100 kg. Pour la soulever, il faudrait par conséquent exercer une force supérieure à 100 kg. Pour exercer une telle force avec les mains, il faudrait d'abord serrer très fort les doigts sur le canon du cheval, puis tirer. Imaginez donc le désagrément que cette pression et cette sensation de force peuvent provoquer chez le cheval. Pour que le cheval donne facilement ses pieds, le plus important est de le faire se sentir en confiance et équilibré. En effet, lorsqu'il lève la jambe, le cheval perd un point d'appui et le sentiment d'insécurité peut le pousser à refuser de s'exécuter. En appuyant fermement notre main sur l'épaule du cheval, nous lui procurons avec notre corps un nouveau point d'appui, sur lequel il va pouvoir décharger le poids correspondant à sa jambe, qu'il n'hésitera donc plus à fléchir, voire même à lever. On peut à ce moment-là utiliser une badine, mais pas trop grande et facilement maniable. Au début, il faut effleurer avec la badine toutes les parties du cheval, de manière à identifier une éventuelle réaction de sa part lorsqu'on lui demande de soulever le pied. De cette façon, et petit à petit, nous allons désensibiliser sa jambe. S'il réagit bien, nous pourrons laisser la badine de côté. Si ce n'est pas le cas, il faudra continuer à le toucher pour lui faire comprendre qu'il en sera ainsi tant qu'il restera sans réaction. On peut alors passer à l'étape suivante. Toujours avec la badine, on commence à tapoter légèrement contre l'os de son canon pour lui procurer une sensation de gêne, tout en maintenant notre main appuyée sur son épaule. Cette sensation désagréable va inévitablement lui faire bouger ou lever la jambe. À ce moment-là, nous devons cesser le contact de la badine et, si possible, récompenser le cheval avec une caresse ou un peu de nourriture. Il ne faut pas hésiter à répéter cela plusieurs fois et le récompenser à chaque fois qu'il soulève la jambe et nous donne le pied. Petit à petit, le cheval fera le lien entre les deux et commencera à lever la jambe tout seul, sans sollicitation, motivé par la récompense. On pourra alors abandonner la badine et recommencer à le toucher, comme précédemment, mais cette fois avec nos doigts. Cela fonctionnera comme un signal pour le cheval qui lèvera sa jambe pour obtenir une récompense. Il ne faut jamais lui refuser une récompense, car elle se révèle être un véritable stimulus pour le cheval. Avec le temps, on crée ainsi chez le cheval un réflexe conditionné. Grâce à ces petits contacts sur le canon avec les doigts, on arrivera au résultat tant attendu. Notre cheval nous donne son pied sans résister, et ce, sans jamais avoir fait usage de la force. Certains chevaux ont des défauts qu'il convient de corriger par le travail et la patience. L'un des défauts les plus fréquents chez le cheval est celui de lever la tête pour ne pas se laisser mettre le bosal ou le licol. Nombreux sont ceux qui cherchent à faire baisser la tête du cheval en tirant sur le licol par en dessous. D'autres appuient leurs mains sur la nuque et poussent vers le bas. Dans ces cas-là, les chevaux réagissent souvent en résistant et en allant contre la pression exercée.
On cherche à leur faire baisser la tête et eux la relèvent. Intéressons-nous à une méthode qui permet de résoudre cette difficulté. L'idée est de procurer une gêne au cheval, dont l'intensité variera en fonction de ses réactions. Il faut pour cela tenir une plume entre les doigts et poser sa main sur la nuque du cheval. On pourra ensuite exercer la pression sur l'os de la nuque avec un doigt qui remplacera la plume. Avec la paume de la main, on exerce donc une pression sur la nuque du cheval. Si l'on sent qu'il ne baisse pas la tête, on appuiera la pointe de la plume pour qu'il ressente clairement une gêne. Il faut essayer de maintenir la main à la même hauteur, de manière à ce que le cheval sente la différence s'il baisse la tête, ne serait-ce que d'1 centimètre. Car un léger mouvement de la tête vers le bas suffit pour qu'on cesse d'exercer notre pression. On le récompense alors avec une caresse ou un peu de nourriture. Il faut parfois attendre un certain temps avant d'observer une première réaction, qui même si elle est subtile, est toujours un bon début. On répète alors l'exercice en posant sur sa nuque d'abord la main, puis la plume s'il ne réagit pas. L'objectif est de faire comprendre au cheval qu'après la main vient la plume, synonyme de contrainte. Mais dès qu'il fait signe de baisser la tête, on cesse la pression. Le cheval va rapidement comprendre qu'on ne le contraint que s'il lève la tête. On peut accompagner l'ordre avec la voix en disant « en bas » ou un mot court qu'on répétera dans le temps. Dans ce cas, on prononce le mot avant de poser la main sur sa nuque. Ensuite, on le fera simultanément avec la main et la plume. Avec le temps, on parviendra à lui faire baisser la tête seulement avec la voix. Une fois que notre cheval commence à progresser, il faut se montrer plus exigeant pour qu'il baisse encore sa tête de quelques centimètres. Si le cheval cesse de baisser la tête, il faut recommencer à exercer une pression à l'aide du doigt jusqu'à ce qu'il finisse par céder. On pourra alors de nouveau le récompenser et le libérer de la pression. Si, pour une raison indéterminée, il devait recommencer à lever la tête, il faudrait réutiliser la plume, bien plus contraignante que le doigt. Et si l'on juge que le cheval parvient à nouveau à faire la différence entre le stimulus positif et négatif, on peut alors privilégier le contact avec la paume de la main et le doigt. Il aura alors compris qu'en baissant la tête, il se libère de la contrainte qui l'accompagne s'il la lève. Grâce à cela, mettre un bozal ou un licol au cheval ne devrait plus poser de problème, qu'on soit grand ou petit par la taille. Cette méthode exige travail et patience. Ceux qui veulent obtenir des résultats plus rapides devront se montrer persévérants, car l'apprentissage ne peut se faire que progressivement.